De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est la rentrée pour De quoi je me mêle, mais pas que pour nous, pour les constructeurs de smartphones aussi. Gros plan sur Samsung. Samsung qui a annoncé en pleine torpeur de l'été 2019, comme chaque année d'ailleurs, son nouveau Galaxy Note 10. Et nous, ça nous titille. À quoi sert un téléphone aujourd'hui avec un stylet ? Alors, c'est pas le premier, ça fait des années que ça existe. Je crois qu'on en est à la 8e itération, mais on va rentrer dans les détails avec mon invité. C'est Guillaume Birlemont. Bonjour Guillaume. Bonjour François. Vous êtes directeur marketing et communication de toute la partie mobile de Samsung France. Et on va découvrir avec vous ce Galaxy Note 10 et puis évoquer aussi le marché de la téléphonie mobile qui est assez atypique en ce moment. On va y revenir dans un instant avec entre autres Huawei. Mais pour débuter, donc le Galaxy Note 10 est disponible depuis peu. Vous l'avez juste là à côté. C'est un très beau téléphone, bien évidemment, puisque c'est un téléphone premium. On rentrera dans les détails du prix tout à l'heure, mais c'est intéressant. Le Galaxy Note 10, allez, petite présentation, fiche d'identité de ce téléphone un peu atypique, qui est un stylet. Fiche d'identité, un stylet. Oui, ça peut faire un petit peu old school, mais finalement, c'est un outil également très moderne. Fiche d'identité, on va décrire en 3 points. C'est ce qui fait la gamme Note depuis l'origine des temps. Un très grand écran, un stylet, le S Pen, et puis des performances de haute volée. Voilà, exactement. bien sûr. On va dire que c'est ça, c'est 3 points forts. C'est un Galaxy S10, on va dire, mais un peu boosté aux amphétamines, on va dire, avec un écran plus grand. Ça d'ailleurs était un peu toujours la particularité des Notes, bien avant qu'on ait cette explosion des grands écrans. Moi, je me souviens des premiers Galaxy Note, quand on les voyait, on se disait, mais c'est immense, on dirait des tablettes, etc. Maintenant, c'est un peu... C'est rentré dans la normalité. C'est la norme. C'est vrai qu'on vient d'un smartphone de 5 pouces 3. En 2011, ça paraissait être un ovni. Et aujourd'hui, 5 pouces 3, ça nous paraîtrait... extrêmement petit pour naviguer sur son smartphone. Le premier Galaxy Note date de quand ? 2011. 2011. Et donc 5 pouces 3 à l'époque, en 2011, c'était immense. La plupart des téléphones faisaient quoi ? 3 pouces ? 3 pouces 5 ? 4 pouces chez 4 nous. Pouces, voilà, c'était le grand maxi. 4 pouces 5, et on passait à 5 pouces 3, donc vous vous rendez compte, c'était impressionnant. Et puis le stylet, surtout, Guillaume. Et le stylet qui est l'élément identitaire de cette gamme Note avec les grands écrans évidemment, et qui permet de faire de la prise de notes à la volée, et puis aujourd'hui de plus en plus de choses, de la retouche, il est très précis, de transformer également une écriture manuscrite pour plus de productivité en document Word, en PDF, de signer des contrats directement sur son mobile. Donc il y a vraiment tout cet aspect créatif et productif autour du S Pen qui le distingue d'un smartphone plus classique, que ce soit le S10 ou un autre chez nous. Je me souviens des propos de Steve Jobs qui un jour avait dit « Le stylet, ça sert à rien sur le smartphone, il faut qu'on fasse tout avec le doigt ». Il s'était pas trompé. Finalement. Presque tout. Presque tout. Presque tout. Le stylet, aujourd'hui, il y a des gens qui aiment bien ça et qui s'en servent au quotidien. Enfin, j'imagine que oui, parce qu'autrement, vous auriez arrêté ce modèle-là. Mais vous arrivez un petit peu à quantifier le nombre de vos utilisateurs qui utilisent le stylet régulièrement ? Bien sûr. Pour être tout à fait honnête, tout le monde n'utilise pas, quand on achète un Galaxy Note, le stylet. Pour certaines personnes, c'est anecdotique et le choisissent plutôt pour un grand écran, le confort multimédia, les performances du produit. Mais on a un tiers des utilisateurs de Galaxy Note qui, eux, sont des fervents utilisateurs du S Pen et l'utilisent quotidiennement et s'en passeraient pas. Donc c'est un tiers, ça peut paraître finalement assez peu par rapport à l'ensemble des utilisateurs, mais on n'a jamais exigé que chaque utilisateur de Note utilise le S Pen de manière obligatoire. Finalement, un tiers, c'est quand même quelques centaines de milliers de personnes en France qui, eux, ne se passeraient pas de ce S Pen. Pour des applications plus business, on va dire, c'est la productivité, le stylet. Et la créativité. Il y a vraiment cette partie, business, c'est pratique dans de nombreux cas. Et de plus en plus aujourd'hui, vu que la mobilité dans le business avance à grands pas, mais également sur les aspects créatifs. Et on a des générations aujourd'hui d'utilisateurs qui cherchent de plus en plus à s'exprimer au travers des photos ou d'un tas d'autres choses avec leur smartphone. Et puis ça, c'est un outil supplémentaire pour pouvoir se distinguer. Après, il faut aussi avoir l'esprit créatif, l'envie. Oui. Et à titre personnel, je ne l'ai pas. Voilà, donc ce serait compliqué pour moi et je n'utilise pas un Note pour son S Pen. Voilà, c'est ça. Pour le grand écran, pour la puissance, exactement, etc. Un mot sur le S Pen qui est un petit concentré de technologie quand même. On se souvient du premier S Pen qui était un bout
plastique quasiment, hein. Aujourd'hui, c'est un vrai concentré de techno. Il y a du Bluetooth à l'intérieur. Enfin, il y a une batterie, il y a de l'électronique. Enfin, c'est dingue. Ça sert à quoi justement cette amélioration du S Pen? Mais tout ça au service de la précision. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 points de pression pour pouvoir justement détecter de manière extrêmement précise chaque effleurement du stylet sur l'écran. Plus de précision, tout simplement. Plus de précision. Et puis en plus, il y a un petit bouton, je crois, sur le stylet qui permet en fait de transformer son stylet en télécommande aussi. Ça, c'est nouveau, non? Télécommande. Ça fait quelques temps que ça existe. Ça a été introduit l'année dernière, en fait, en télécommande pour pouvoir soit, là encore une fois d'un point de vue business, pouvoir l'utiliser dans un mode de présentation avec PowerPoint, par exemple, pouvoir passer ses slides. Oui, parce qu'on peut le brancher sur une télé ou sur un écran d'ordi. On reparlera parce qu'on parlera de ça tout à l'heure. C'est un parce que ça peut se aspect transformer en PC intéressant aussi. Donc ça, c'est pour la partie productivité. Mais aussi, l'année dernière, ce que nous avons introduit, c'est le fait de pouvoir justement déclencher son appareil photo à distance et de pouvoir prendre une photo de groupe en ayant éloigné le mobile et puis d'avoir juste à utiliser le bouton du stylet pour déclencher l'appareil photo. Et cette année, on a introduit même quelques petits mouvements supplémentaires qui peuvent peut-être paraître un peu gimmick pour certains, mais d'autres les apprécieront, et de pouvoir justement commander à distance son mobile, si par exemple on projette ses photos sur sa télé, et juste d'un coup de S-Pen magique, je dirais, et de petits mouvements avec lui, on permet de basculer d'une photo à une autre, de zoomer sur une photo par exemple. Il y avait une rumeur un peu folle qui circulait juste avant la sortie du Note. On en a parlé d'ailleurs, on s'est fait avoir parce que ce n'était pas le cas. On avait lu qu'on pouvait intégrer un appareil photo dans le petit stylet. Dans le S Pen, oui, j'ai vu passer ça. Cette rumeur. Bon, évidemment, elle s'est avérée complètement inexacte. C'était un peu fantasque, effectivement. C'est tout ça. C'est quelque chose qui pourrait arriver ou pas? Il y a un appareil photo dans un S Pen? Comme ça, j'ai un peu du mal à l'imaginer. Maintenant, s'il y a une demande, s'il y avait vraiment une innovation technologique et une utilité à le faire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon, ça n'existe pas, hein, non, pour l'instant. Il y a 2 Note 10 cette année, c'est une première. Hein. En fait, là, vous reprenez un petit peu la gamme des S, même si aujourd'hui la gamme des S est élargie, puisqu'il y a 3 modèles. Hein. Le Note 10 Plus, qu'est-ce qu'il a de plus par rapport au Note 10 normal? On va dire qu'il a les 3 piliers identitaires du S Pen dont on a parlé, et donc le Note 10 a un plus petit écran. Donc la raison pour laquelle on introduit ce nouveau modèle, c'est pour pouvoir élargir l'offre, simplement. Donc laisser le choix en fait entre 2 modèles. Exactement, laisser le choix entre 2 modèles. On pense que le Note 10 Plus sera vraiment destiné aux fans de la gamme, à ceux qui ont l'habitude des notes, et un Note 10 qui devrait nous permettre de toucher les utilisateurs qui n'ont jamais eu de notes, notamment parce que le grand écran peut les effrayer. Ils n'ont pas nécessairement envie, eux, d'avoir un téléphone très encombrant. Et là, en réduisant forcément sa taille et en sacrifiant ce pilier identitaire de la taille grand écran des Galaxy Note, on pense que ça peut permettre à une nouvelle génération d'utilisateurs de se manifester, d'avoir envie d'essayer, voire à une nouvelle catégorie d'utilisateurs qui n'ont jamais utilisé Android aussi. Oui, c'est ça. Mais qui voudraient pouvoir bénéficier du meilleur d'Android et du S Pen. Vous essayez de marcher un petit peu sur les on va dire les plates-bandes de l'iPhone avec iOS, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut toujours qu'on trouve des bons arguments pour pouvoir permettre... Pour contrer Apple, et notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui... Tout comme eux le font aussi, chacun essaye de récupérer des utilisateurs d'un ou l'autre. Voilà, exactement, c'est pour ça. L'autre différence entre le Note et le Note 10 et le Note 10 Plus, c'est l'appareil photo. Hein. Il y a un 3e capteur qui est présent sur le Note 10, 4e même, qui en fait apporte quoi par rapport au Note 10 normal? Alors c'est un capteur TOF, donc lui il est spécialisé dans la gestion finalement des flous d'arrière-plan, ce qui nous permettra ici avec le Note 10 Plus d'avoir une gestion donc précise en mode vidéo. Ça c'est la grande nouveauté puisque les modes portrait étaient disponibles en photo, et là d'avoir un mode portrait en vidéo
avec une ou plusieurs personnes, puisque ce capteur est vraiment spécialisé dans le calcul des distances et qui va nous permettre d'avoir un avant-plan, un arrière-plan, un net, l'autre flou et de gérer tout ça. Donc on gagne en professionnalisme des photos en quelque C'est sorte. ça. Voilà. Et on a l'excellence de la photographie du S10 qui a été plébiscitée. Même si on voit qu'en termes de photos aujourd'hui, vous êtes un petit peu... pas devancé, mais en tout cas bien concurrencé par la concurrence, notamment Huawei, avec le P30 Pro, qui a un zoom 5x optique, ce que n'a pas le Galaxy S10. On en parlait d'ailleurs quand vous étiez venu il y a quelques mois de cela. Donc c'est vrai qu'il faut aussi innover en termes de photographie aujourd'hui et apporter d'autres fonctionnalités. Clairement, il faut être honnête. Aujourd'hui, tous les appareils premium se valent presque en termes de qualité photographie. Nous, en tant que spécialistes et amoureux de la tech et des smartphones, bien entendu qu'on note des différences. Il y en a. Mais pour un utilisateur qui veut faire des belles photos, aujourd'hui, il trouvera matière à faire de belles photos avec tous ces appareils. Maintenant, l'idée, chez nous, est toujours la même, c'est de trouver des fonctions utiles. Et tout le monde n'est donc pas professionnel en photo. Moi-même, je ne saurais pas gérer des flous d'arrière-plan en mode portrait, et encore moins en vidéo, avec un appareil dédié à cela. Là, l'idée, c'est de faciliter la tâche en intégrant des nouveaux capteurs, de l'intelligence artificielle par-dessus, mais pour que, d'un shot, et en appuyant sur un bouton, on ait le meilleur résultat possible. À combien sont commercialisés les deux Note 10 ? Alors, le Note 10 est à 959 €. On essaye de rester raisonnable et le Note 10 Plus, lui, est à 1109 €. Voilà. Avec 256 Go chacun de mémoire de base. Quand vous dites raisonnable, bien évidemment, c'est par rapport à la concurrence directe. Je veux dire, voilà. Ou par rapport à notre propre gamme premium, tout simplement. Tout à fait. Parce qu'évidemment, pratiquement 1000 € pour un smartphone, ça, c'est beaucoup d'argent. Évidemment. Mais on se retrouve avec, on va dire, l'excellence en matière de technologie. Avec, on n'en parle pas beaucoup, mais les puces réseau aussi du Note 10 sont excellentes. Il y a tout ce qui se fait nouveau mieux en matière de 4G, etc. On affine encore la finesse de gravure, évidemment le réseau, le Wi-Fi 6, bien sûr, tout le savoir-faire. Un mot sur un autre téléphone qui est très attendu, qui a vécu quelques rebondissements, c'est le Galaxy Fold, que vous avez annoncé en grande pompe il y a quelques mois de cela, le téléphone pliable de Samsung. On s'était parlé en mars dernier et il était dans les starting blocks, il devait sortir. Et puis patatras, vous avez confié quelques exemplaires de ce téléphone à la presse, notamment américaine, qui l'a descendu en disant qu'il était très fragile, etc., qu'il ne fallait pas l'acheter. Et donc, chez vous, ça a été branle-bas de combat, panique à bord. Vous avez arrêté la distribution, en tout cas la commercialisation de ce téléphone. On l'a reporté. Vous l'avez reporté. On l'a reporté, effectivement. Oui, on était dans les starting blocks. J'ai envie de dire, on y est toujours, donc. C'est des longs starting blocks, quand même. C'est un long starting block. C'est un long starting block. Mais ça fait 6 mois, là. Presque. Pas tout à fait. La commercialisation, c'était début mai, normalement, pour la France. Mais effectivement, c'est long. Ce qui s'est passé, je pense que chacun aura son interprétation. Est-ce que c'était juste ou pas ? Ce qui était juste, c'était peut-être de pointer du doigt les quelques faiblesses de ce nouveau form factor. Rappelons ce qui s'est passé, pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Certains grands youtubeurs américains ont, maltraité le téléphone. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'enlever la première couche de protection qu'il y avait quand on l'ouvre. Et c'est vrai que sur les premières versions que moi j'ai eues en main, que les journalistes de 01net ont eu en main, on voyait qu'il y avait une espèce de petite, espace entre la fin de l'écran et le début de cette petite couche en plastique, et certains ont essayé de l'enlever. Sauf que ce n'était pas un film protecteur classique, c'était la couche superficielle de l'écran. Et pour l'avoir essayé, il fallait vraiment vouloir l'enlever, parce qu'on se rendait compte tout de suite que ce n'était pas une couche de protection, comme il y a sur le Galaxy S10. C'est peut-être ça aussi qui a peut-être brouillé les pistes. Le Galaxy S10, vous le livriez avec une couche de protection dessus. Et aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs rajoutent une couche de protection sur leur écran. Un verre de protection. Tout à fait. C'est pour ça que ce qu'ils ont tenté comme expérience avec le Fold paraît, pour ceux qui l'ont eu en main, un peu incroyable, parce qu'il fallait vraiment le vouloir.
Bon, maintenant, encore une fois, ça a mis en évidence un comportement qui pouvait peut-être exister chez certains consommateurs. Donc là, on stoppe tout. On stoppe, on se remet sur la planche à dessin. La R&D travaille pour pouvoir apporter les correctifs nécessaires. Et puis derrière, ça demande du temps pour retester tout ça, valider les choses, retrouver un timing de sortie adéquat, puisque la roadmap de sortie des produits est quand même relativement chargée cette année chez nous. Et puis s'assurer que cette fois-ci, on ne laisse pas la moindre petite brèche, même si elles étaient vraiment minimes et il fallait aller les chercher et ne pas avoir non plus un comportement, on va dire, normal d'utilisation. Mais après tout, ça a permis d'améliorer le produit. En tout cas, ça a entaché un petit peu l'image de marque de ce téléphone, quoi, qui a été, on va dire, malmené alors qu'il n'était même pas sorti. J'imagine aussi que c'est un coût pour vous parce que vous étiez dans les starting blocks, je m'en souviens, le téléphone était pratiquement prêt à être sorti. Vous en aviez sans doute fabriqué déjà, non? Enfin, je veux dire, Ils étaient tout juste rentrés en phase de production, donc évidemment tout ça ça va être intéressant à vivre cet accident, on va dire. On va dire des petites crises, comme ça de gestion. Oui, c'est intéressant. Bon, après. Oui, il ne faut pas que ça arrive souvent. Et puis on s'en passe très bien. Donc là, alors on en est où? Il sort quand le Galaxy Fold nouvelle version sur lequel on ne pourra pas enlever la protection? Alors ça, c'est encore un peu confidentiel, mais on peut se dire que d'ici quelques jours, la date sera confirmée. D'accord. Il pourra arriver là dans les semaines qui viennent, quoi. Par exemple. Voilà. En espérant que vous teniez vos délais, parce qu'il a été reporté plusieurs fois, le Galaxy Fold, si je crois bien. Il devait sortir en juillet, après il a été reporté encore une fois. Ça, ensuite, ce sont les rumeurs. Ouais, il n'y a pas eu d'autre annonce de sortie aujourd'hui. Même pas de votre patron de Samsung en juillet, il n'avait pas annoncé qu'il devait sortir très vite? Mais très vite, l'échelle de temps. Oui, c'est ça. Tout dépend du starting block. Exactement. Juste un mot aussi sur l'actualité du smartphone et de l'écosystème smartphone. Un mot quand même sur Huawei, qui est votre principal concurrent, qui vit une période un peu compliquée, on le sait, avec les tensions qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. Bon, alors évidemment, je ne sais pas si vous pouvez commenter ce qui se passe, mais en tout cas, ça a un impact sur les ventes de Samsung. Est-ce que parce que justement Huawei a eu de gros problèmes et que, on va dire, l'image de marque de Huawei a été écornée avec ces tensions entre la Chine et les US, ont fait que les gens se sont retournés plus vers Samsung et ont délaissé Huawei? Après, on n'a pas toutes les informations nous-mêmes et on suit l'actualité de cette lutte entre la Chine et les États-Unis, Huawei et Android, qui sont Google, qui sont aussi un peu pris entre deux feux, comme tout le monde. Donc on est surtout dans l'attente de savoir ce qui se passe. La situation reste encore extrêmement floue. Mais dans cette compétitivité, dans cette concurrence effrénée, parce qu'aujourd'hui Huawei est un compétiteur très, très fort, est-ce que vous avez pu profiter du malheur de Huawei en quelque sorte? Mais vous n'y êtes pour rien, c'est pas vous qui avez fait ça. Non, évidemment. Après, oui, il y a eu des effets positifs. C'est-à-dire que les gens qui devaient acheter un Huawei se sont dit, bon, finalement, je préfère prendre un Samsung. On a pu constater effectivement du report de vente sur nos produits sur le mois de mai et le mois de juin. Donc juste après les annonces. Évidemment, on en a bénéficié, mais ça, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, parce que finalement, cette situation, elle est bénéfique pour personne, dans le sens où le marché français, et là je parle uniquement de ce qui nous concerne ici, oui, le marché français. Les autres pays, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais le marché français ne s'est pas bien comporté sur cette fin de deuxième trimestre. Donc il y a une baisse générale de vente de smartphones qui peut être due justement à l'impact de la mauvaise image que Huawei a eue ces derniers mois. Oui, évidemment. Une dynamique de marché qui s'enraye avec un des principaux acteurs et animateurs de ce marché. Et l'effet collatéral, c'est que tout le monde trinque. C'est bénéfique pour personne et on ne se parle pas que des constructeurs, on se parle de tous les acteurs du marché. Donc non, c'est pas forcément une bonne nouvelle, comme on pourrait se l'imaginer pour Samsung. C'est étonnant, parce qu'on peut quand on n'est pas dans le cœur du réacteur, on peut se dire que pour vous, ça a été tout bénéfique. Et peut-être au début, mais après non. En partie, mais finalement, au global, il serait mieux pour le marché français que tout le monde puisse continuer d'investir et de dynamiser ce marché, tout simplement.
Juste un mot sur les services aussi qui sont liés en fait, à vos smartphones, parce que c'est assez intéressant. Juste une chose, je ne sais pas si vous le savez, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, mais avec un smartphone Samsung, si vous êtes sur Paris, eh bien, vous pouvez intégrer un pass Navigo. C'est un truc tout bête, mais alors ça fait un moment qu'on en parle. Je sais que vous avez fait une déclaration à Vivatech sur ce sujet. C'est un sujet assez compliqué parce que technologiquement, il a fallu véritablement que vous discutiez énormément avec à la fois les services de transport de Paris et avec, j'imagine, tous vos ingénieurs. Donc concrètement, je n'ai plus besoin de passe Navigo, la carte Navigo, si j'ai un smartphone Samsung. C'est ça, exactement. On a travaillé avec Île-de-France Mobilité et tout ça a été annoncé à Vivatech. C'est en bêta depuis maintenant une petite année, de pouvoir dématérialiser complètement son titre de transport et de pouvoir utiliser son smartphone en tant que tel. D'accord. Et alors, comment ça marche? En fait, il faut télécharger une appli. Est-ce que c'est déjà, à l'heure où on enregistre cette interview, ça fonctionne? Alors, ça fonctionne en bêta et Madame Pécresse a annoncé que sur cette rentrée, on leur laisse le choix du calendrier, mais en tout cas là, vraisemblablement dans les semaines qui viennent, ce sera disponible pour tout le monde. D'accord. Donc, ça veut dire qu'avec mon téléphone, je n'ai plus besoin de sortir mon pass Navigo, je rentre dans un tram, dans un métro, etc. Je passe mon téléphone sur la borne et automatiquement, je peux pénétrer en fait dans l'enceinte ou du métro ou du tram. Exactement. Donc ça fonctionne grâce à un Secure Element, donc qui est un élément physique qui se trouve dans le mobile. C'est du NFC. Le NFC, d'accord, bien sûr. Et des développements donc spécifiques qui ont été faits pour pouvoir coller au cahier des charges d'Île-de-France Mobilité, de leurs bornes, et de proposer tout ça, bien entendu, de la manière la plus sécurisée possible. Oui, c'est un des exemples de choses que l'on fait sur couture. Qui sont des initiatives locales, on va dire, parce que j'imagine que de la Corée, Samsung France n'est qu'une petite partie de tout l'univers que représente donc Samsung. Juste un mot, comment ça se passe là? Vous allez voir la Corée, vous leur dites attendez, nous il faut absolument qu'on soit compatible Pass Navigo. On vous écoute, c'est facile justement d'approcher l'oreille des grands dirigeants de Samsung en Corée? Alors c'est facile, oui et non. Oui, pour la bonne raison que Samsung a toujours été relativement à l'écoute de ses partenaires. Et donc des partenaires opérateurs, il y a plus de 10 ans de cela, quand il fallait encore faire de la customisation pour chacun, mais également des partenaires autres. Et là, l'Île-de-France Mobilité en est un. Effectivement, il a fallu présenter un petit dossier, puisque chaque développement comme ça spécifique a un coût, mais derrière, il y a des promesses de satisfaction pour les utilisateurs de produits qui nous semblent extrêmement importantes de défendre. Et dans ces cas-là, oui, on a une oreille attentive, et en plus, on a la chance d'être la France, avec une aura très spécifique pour notre siège. Donc ça n'a finalement pas été trop compliqué de les convaincre. Et puis voilà, vous êtes les seuls aujourd'hui à avoir cette fonctionnalité. Alors on peut imaginer qu'à terme, ça arrive sur tous les smartphones, et on l'espère. Oui, ça va dans le bon sens. Mais vous êtes les premiers à avoir passé cet accord avec la région, puisque c'est la région, Paris-Île-de-France, qui décide tout ça. Un mot aussi sur Instagram, ça sera pour terminer, parce que là encore, c'est vrai que Instagram est une application qui est utilisée par des millions de gens tout le temps. Là encore, c'est grâce à Samsung France que l'appli Instagram a été intégrée dans l'appareil photo des S10, c'est ça ? Oui, et ça tient presque plus de l'anecdote, mais avec un résultat relativement positif pour tout le monde. Une autre façon d'approcher la R&D, et qui là s'est fait un petit peu plus, on va dire, par hasard. On a remonté depuis très longtemps le fait que les utilisateurs d'Instagram sur Android ne bénéficiaient pas, malheureusement, de la meilleure qualité possible pour leurs stories, notamment. Parce qu'en passant par l'appli, on perdait en qualité, en fait. Exactement. L'appli ne tire pas parti. Et on ne bénéficiait pas de toutes les qualités de l'appareil photo du S10, par exemple. Donc c'est très bien de promettre et d'avoir des super appareils photo, et ça sert dans plein de cas. Mais si on ne l'a pas dans Instagram... Derrière, Instagram, qui est quand même utilisé par des millions de Français, c'est un petit peu dommage. Donc on a remonté là aussi des dossiers, des demandes, et on a bénéficié d'un petit coup de pouce du destin où le patron de la R&D, Thiem Ro,
en revenant d'un voyage d'Amérique latine l'année dernière, à peu près à cette époque-ci d'ailleurs, a fait une pause par Paris. Et a écouté ce que vous avez dit. On a fait un dîner rapidement voilà. parce que et en discutant des choses qu'il faudrait améliorer, on lui a exposé l'importance d'avoir un mode Instagram qui tire parti de toutes les capacités photo pour un Galaxy S10, et c'est sur ce S10 que notre RD a travaillé avec Instagram pour directement. développer cette intégration dans l'appareil photo. Et d'ailleurs, si vous avez un S10 ou un Note 10, vous verrez que quand vous switchez en fait de mode, vous avez le mode Instagram. Et ça permet de lancer sa story directement. Merci beaucoup Guillaume Berlemont. Pas de quoi. Directeur marketing et communication de Samsung France. Voilà, c'était intéressant de faire un petit peu le tour de toute la planète Samsung, à la fois à l'intérieur, mais aussi un peu derrière la scène. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, le week-end prochain. L'audio sur rmc.fr, la vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Merci d'être là et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.